D'abord surprise, c'est le bruit effrayant du torrent. Je ne savais pas que c'était le torrent. Je croyais que c'était le feu. Il y avait un ronflement terrible, puis j'ai entendu le choc des rochers contre les murs de la maison. La maison était ébranlée, elle tremblait. Ce qui s'est passé ensuite est arrivé très brutalement, très rapidement, sans que nous ayons eu vraiment la possibilité de faire autre chose. Les événements sont arrivés, se sont enchaînés et nous avons dû y faire face. D'abord, empêcher mon mari et mon fils d'aller essayer de sauver les voitures. Ensuite, faire monter les enfants au 3e étage parce que je pensais que c'était le seul lieu où on pouvait essayer de sauver leur vie et peut-être les faire évacuer par hélicoptère. Enfin, essayer de barricader la porte arrière qui donnait sur la ruelle dans laquelle le torrent s'engouffrait. Très rapidement, mon mari s'est aperçu que tous nos efforts seraient vains. Il a crié que tout était perdu et il est descendu pour ouvrir la porte et fermer le compteur. J'ai dit à mon fils que je partais. Lui est monté dans les étages où les enfants s'étaient réfugiés. C'est à ce moment-là, au moment où je fermais la porte de l'entrée, que la porte donnant sur la rue s'est abattue. Et mon fils a pensé que le flot qui arrivait m'aurait entraîné. Il a donc poussé un cri terrible. Il a appelé maman. Et moi j'ai cru, dans la violence de ce cri, de cet appel, qu'il avait été happé, bloqué par une pierre. J'ai donc crié, j'ai donc appelé. Et il m'a demandé ça va, et j'ai hurlé vivante, et toi? C'était tout ce qui était important, c'était que nous soyons vivants les uns et les autres. Puis je suis passée dans le petit sas qui sépare l'entrée principale de la petite entrée. J'ai refermé les portes les unes après les autres, et au moment où je fermais la dernière porte donnant sur l'escalier de la maison descendant vers le jardin, je me suis aperçue qu'il y avait, et mon Dieu, ça c'est une chance extraordinaire, c'est qu'il y ait eu ce nœud de bois qui soit parti dans la porte, car j'ai compris, en voyant la boue s'écouler derrière sur ma porte, passant par ce nœud de bois, j'ai compris que la porte était complètement pleine, que tout ce sas était plein d'eau et de boue. J'ai donc bondi en arrière, plutôt sur le côté. J'ai gravi 2 marches, puisque ces vieilles maisons sont faites de niveaux tout à fait différents. Et au moment où je refermais encore une autre porte, la porte derrière laquelle j'étais s'est abattue. Donc à quelques centièmes de seconde, j'aurais pu être écrasée par la porte très lourde. J'ai vu passer, puisque la porte n'était pas encore fermée, celle derrière laquelle je m'étais réfugiée, j'ai vu passer l'aspirateur, la valise qui ont descendu l'escalier avant que la vague elle-même n'arrive. Elle est montée jusqu'au plafond, elle a frappé avec violence les murs en entraînant des branches, des cailloux qui tapaient la terre cuite de l'escalier. Et voilà, les choses étaient passées. Que s'est-il passé ensuite? Donc, parce qu'il s'est écoulé environ 3 heures entre le moment où l'événement s'est produit et le moment où vous avez été évacué. Donc pendant ces 3 heures, qu'avez-vous fait après le récit que vous venez de nous faire? Nous étions séparés. Mon mari était en bas.
J'étais au niveau intermédiaire avec mon amie qui a fait un malaise. J'étais donc revenue exprès pour m'occuper d'elle et je suis montée auprès d'elle. Mon fils était en haut et j'avais su donc par nos cris qu'il avait pu rejoindre les enfants, mais je ne savais rien des enfants. Je suis montée auprès de mon amie, j'étais dans la partie haute de la maison et là on attend. Dans ces circonstances-là, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est que la maison tienne. Si la maison tenait, nous étions sauvés. C'est-à-dire que 11 vies pouvaient être sauvées par la largeur, la solidité des murs de cette maison. J'ai eu une pensée pour le maçon, l'entrepreneur qui avait refait les murs de cette vieille maison et qui m'avait dit, peu de temps d'ailleurs avant qu'il ne meure, « Je vous ai fait non pas une maison, mais une forteresse. » Et je l'ai remercié souvent au cours de cette tragique journée, de cette tragique soirée. Tragique parce que nous étions séparés, parce que nous ne savions pas quelle serait la fin de cet épisode, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait autour de nous, on ne savait pas ce qui était devenu nos voisins. Nous étions perdus sur une île tout à fait. D'ailleurs, je regardais par la fenêtre, et pendant que mon ami me disait « Nous allons tous mourir », j'ai vu passer l'abribus avec ses pots de géranium, sa poubelle, et tout doucettement, il descendait comme l'arche de Noé sur les flots. Et il est parti en descendant vers le parking de Fréjus. On est au-delà de la peur. On ne peut plus avoir peur. Les événements sont tellement impressionnants, inattendus, inconnus, que l'on est vraiment au-delà de la peur. On ne peut que faire confiance, ne pas espérer autre chose que la survie et considérer qu'en dehors de la survie, le reste n'a plus d'importance. Voilà. À quel moment la famille a-t-elle été réunie et quelles ont été les effusions à ce moment-là? La famille a été réunie à 11h30. Les pompiers, qui étaient débordés, les pauvres, ont enfin pu accéder jusqu'à nous. Je crois d'ailleurs qu'on nous avait un peu oubliés. Et les pompiers sont venus nous chercher grâce à un petit pont qui avait été fait par Marcel Majoli, notre voisin, sur le bras de torrent qui séparait nos deux maisons. On avait mis une grande échelle et des planches pour faire sortir les habitants de notre maison. Les pompiers ont donc d'abord sorti les enfants. Ils sont sortis comme ils sont nés, c'est-à-dire sans rien emporter. Le pompier avait dit que chacun d'entre vous emmène ce qui lui semble essentiel. Et les enfants n'avaient d'essentiel que leur vie. Mon amie a voulu emporter ses médicaments parce qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait emporter. Je lui ai dit d'emporter ses médicaments et quelque chose pour la couvrir, un vêtement un peu plus chaud. Et finalement, les médicaments sont partis et flottés dans la pièce qui était remplie d'eau. Nous avons retrouvé nos enfants qui sont sortis d'abord dans le tout petit espace qui restait dans l'entrée entre le haut des rochers et le plafond. Il y avait peu d'espace, ils ont rampé comme le pompier l'avait fait et ils ont réussi à descendre. Puis mon ami a été amené par le pompier, puis moi et enfin mon mari. Et quand j'ai retrouvé les enfants bondissaient de joie et ils manifestaient le bonheur qu'ils avaient de nous retrouver, puisqu'ils ont cru un moment que nous étions noyés. Et aussi, je pense, leur joie immense d'avoir
été sauvés de ce désastre. Il chantait, il criait, il riait, il sautait, il m'embrassait, surtout les petites filles. Et aujourd'hui, 10 ans après ces événements, comment vivez-vous les journées d'orage? Avec un mélange de sérénité et un mélange d'appréhension. Je ne dirais plus d'angoisse, mais un mélange de sérénité et d'appréhension. De sérénité parce que finalement, grâce aux anciens qui avaient bâti cette maison avec tant d'amour certainement et tant de sagesse, la maison nous avait protégés. Si nous avions eu une maison moderne, nous étions tous morts. Et en même temps une appréhension parce que malgré tous nos efforts et malgré tous ces 10 années de vie, il reste en chacun d'entre nous une angoisse, des embâcles qui n'attendent que le moment de pouvoir ressortir, comme ça vient de se voir à l'instant. Et dans les témoignages que nous recueillons auprès des gens qui ont vécu des événements similaires, ce qui apparaît dominant, c'est la perte d'objets, pas forcément de valeur, mais des objets qui sont attachés à l'affectif. Est-ce que vous avez vécu les mêmes choses? Est-ce que vous avez ressenti les mêmes choses? Non, non. Bien sûr, beaucoup de choses sont parties. Mais je dois dire non, non. Je crois que nous avons vraiment frôlé la mort de très près. Et c'est ce fait-là qui a provoqué chez nous une sorte de détachement vis-à-vis de tout ce qui était matériel. Et pendant toute la durée de ce désastre, je n'ai pas pensé tellement à tout ce qu'il faudrait faire, tous les efforts qu'il faudrait faire pour rebâtir cette maison. C'est les jours suivants, c'est après, dans les jours qui ont suivi, quand il a fallu tout sortir, quand il a fallu chercher les chaussures perdues, retrouver la télé remplie, le poste de télévision rempli d'eau. C'est à ce moment-là que le découragement vient, parce qu'on sent que le travail est immense, qu'il faudra beaucoup de force pour rebâtir. Mais nous étions très aidés par nos enfants et par nos petits-enfants. Sarah, l'une d'entre elles, a eu cette très jolie phrase « Cette maison nous a sauvés, elle nous a permis de vivre, de garder la vie, à nous maintenant de lui redonner une nouvelle vie. » Et je trouve que c'était une belle définition.